faites ça pour vos enfants. Alors, est-ce que c'est bon? Ok, c'est parti. Et donc voilà, et donc là, si ça bouge, oui, voilà. Donc on va, donc Suzanne et Gaston, c'est des personnages d'histoire qui vadrouillent et qui découvrent plein de choses. Donc on va découvrir les microservices. Est-ce qu'il y en a qui savent, qui ont déjà travaillé sur des microservices? Je connais déjà, hein, en fait, les réponses. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est? Ou qui ont entendu parler, quoi, mais qui n'ont jamais fait ça? Parce qu'en fait, s'il n'y a que des experts, on peut juste chiller tranquille. Hein. Moi, je sais pas comment les faire bien. Ah, les faire bien. Ça, c'est bien. Bon. Alors, premier disclaimer. Toute ressemblance avec des projets existants ayant existé est purement fortuite. Faudra pas, enfin, c'est pas parce que vous vous sentez concerné que, dans ce que je vais dire, que c'est vraiment le cas, en fait. La société pour laquelle je travaille n'est pas responsable de ce que je vais dire. Hein. Et dernier, cette présentation est faite par un professionnel, ne la tentez pas, ne la reproduisez pas. Alors, on va commencer par en fait un peu d'histoire, comme souvent j'aime bien commencer les presses par les histoires. L'idée donc c'est de voir un petit peu pourquoi les microservices et en fait comment on en est venu là. Au début, il n'y avait rien. Puis est venu le zéro, parce que le zéro n'est pas rien en fait, hein, mais bon, c'est un autre concept philosophique. Et un 1. Et on va continuer comme ça un peu longtemps, mais on va accélérer. Et dans l'idée, depuis le Big Bang, il est arrivé des choses. Et donc, on arrive sur des applications qui ont besoin de communiquer ensemble. En fait, au fur et à mesure qu'on fait de l'informatique, on construit des grosses applications. Au fur et à mesure, en fait, les applications, on a envie qu'elles se parlent et qu'elles s'échangent des informations pour construire un tout. Ça s'appelle l'architecture. Je schématise. On arrive à la préhistoire où, en fait, les informaticiens préhistoriques s'échangent des fichiers. Et donc, pour faire communiquer des applications, le moyen le plus simple aujourd'hui, c'est que chaque application étant sur un serveur, donc sur un système de fichiers, le plus simple, c'est de se partager ça. Donc des copies locales, des transferts FTP. Les premiers protocoles de communication qui arrivent, ce sont des transferts de fichiers. Donc ça vous permet déjà de découpler les applications. Donc c'est à peu près ça qui s'envoyait à l'époque. C'est assez simple à mettre en place parce que finalement, c'est à peu près les commandes les plus basiques que vous avez, soit sur un OS, soit sur un framework, en fait, c'est quand même de pouvoir créer ou lire des fichiers. Donc ça arrivait très très tôt. Il n'y a pas besoin d'intégration particulière parce que finalement, tout se base sur la machine. Et la machine, elle a des fichiers. Vous avez un format de données, parce que finalement, quand vous écrivez quelque chose, quelqu'un va essayer de le lire, quelque part. C'est un peu le but. Donc finalement, vous allez décrire une sorte de formalisme. Et par contre, en fait, dans les inconvénients, vous avez des temps de latence, des biais, la synchronisation, quand vous y avez transfert distant. Donc c'est pas, enfin voilà, vous induisez une solution à un problème de communication, mais derrière, en fait, c'est lent, en gros, dans l'idée. Et si les gens vont vouloir s'envoyer de plus en plus d'informations, les fichiers deviennent de plus en plus complexes, et le format devient de plus en plus fou. Et ça existe toujours, évidemment, et on a toujours le même problème que dans les années 70, l'encodage des systèmes est toujours aussi pourri en 2022, donc de toute façon, on s'en sortira jamais, nous sommes voués à l'apocalypse. Suzanne et Gaston, ils remontent un peu plus le temps, ils arrivent sur des systèmes où de plus en plus de temps, en fait, pour communiquer entre les applications, on va avoir des choses plus intelligentes. Dans l'Antiquité, voit le jour des premières bases de données, et donc on stocke des données dans des entrepôts de données spécifiques. Alors après, on va rester sur le mode SQL, mais à l'époque, il y a des gens qui se sont dit, en fait, on va partager les bases de données entre les applications. En fait, vu que la donnée est là, pour la partager, le plus simple, c'est que tout le monde se connecte dessus. Donc, base de données partagée, Oracle, Postgre, Mongo, enfin, peu importe en fait la base SQL, NoSQL. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a un standard qui est arrivé. Le SQL, ça vous donne un format de données et un moyen de requêtage de cette donnée qui est standard. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on sent que les gens ont commencé à réfléchir à ça. Vous avez un schéma partagé parce que la base de données, elle a forcément un formalisme. Alors, il y a des spécificités dans chaque moteur, mais globalement, table, colonne, tout ça est standard. Donc, il n'y a pas de conflit sémantique et entre les applications, à partir du moment où vous avez un client SQL, grosso modo, vous êtes capable de parler avec n'importe quelle base de données. Par contre,
Donc, vous avez facilité l'intégration des données entre des applications. Par contre, vous avez créé un couplage fort parce qu'en fait, le format de la donnée, il est hyper strict. Et si vous le changez, vous devez changer tout le monde. Donc ça, en fait, c'est une lacune qui va arriver. Et grosso modo, au fur et à mesure du temps, en fait, plus vous avez de gens de connectés et plus le schéma, vous ne pouvez plus le changer, et donc plus vous avez des soucis d'évolution. Mais bon, ça, c'est le problème des bases de données. Donc, on a une solution qui est mieux par rapport aux fichiers, mais qui apporte ses propres problèmes. C'est un peu l'histoire de la vie. Arrive le Moyen-Âge, on remonte le temps, et là, on a des nouveaux systèmes. Alors, est-ce que, allez, je retire ça, est-ce que vous avez bossé sur les 3 premiers? Ah, ah. Ceux qui ont moins de, moins de 30 ans. Il y a des systèmes qui arrivent, en fait, et les gens se sont dit, bon, bah, les bases de données, elles ont des problèmes. En fait, je voudrais appeler directement du code à distance sur un autre serveur, d'une autre application, comme si c'était mon code local. Ça s'appelle RPC, Remote Procedure Call. Ils ont fait plein de choses autour de ça, des standards, il y en a eu plein, là, vous en avez quelques-uns. L'intérêt, c'est de se dire, en fait, j'appelle ça comme si c'était mon code local, et en fait, il y a tout un truc qui va se passer sur le réseau, c'est génial. Ça semble hyper naturel, ça avait vocation, ah oui, ok. Ça avait vocation, hop, j'ai perdu la fenêtre, parce que comme je suis tout seul sur la presse, il veut me tège. Ça avait vocation, en fait, à être beaucoup plus simple. On a créé des frameworks pour ça, c'était génial. Java, on a eu. Corba, c'est pour le monde Microsoft, hein, .NET n'existait pas à l'époque. Et surtout, c'était hyper rapide, parce que d'un coup, il n'y a pas ouverture de connexion avec sur une base de données, sur un moteur lent ou quoi que ce soit. On appelle du code et c'est censé marcher vite. On a toujours le problème de couplage avec le format, parce qu'en fait, on devient hyper dépendant de la techno. Donc, on a un couplage qui est un peu différent, mais quand même, on a du mieux. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec ça, mais c'est pas parfait. Il y a une autre technologie qui sort à peu près au même moment à l'époque, là. C'est les brokers de messages. Donc, on a ce qu'on appelle les middleware oriented, enfin, message oriented middleware. Les mails, c'est quand même une logique de message. Les WebSockets sont arrivés. Enfin, il y a des déclinaisons de plein de technologies autour de ça, mais l'idée est la même. C'est un découplage où, en fait, on va envoyer un message, un événement, un message à quelque chose qui va s'occuper de l'envoyer à des destinataires, mais je ne sais pas à qui. Quand vous envoyez un mail, vous précisez le destinataire, mais ce n'est pas vous qui le contactez directement. Et il peut être à l'autre bout du monde et tout. Le système de mail global s'occupe de transférer le truc et de faire aboutir ça. L'intérêt, c'est que derrière, tous ces systèmes, ils ont vocation à être robustes, à essayer d'être performants et de diminuer un peu les latences de communication. Alors, il y en a toujours, mais techniquement, aujourd'hui, même vu la volumétrie et tout, quand vous envoyez un mail, c'est assez reçu, assez très rapidement. Et pour gérer la latence, en fait, les données que vous envoyez ont vocation à être assez petites pour justement diminuer les latences. Il y a plein d'avantages à ça, et ça a créé un pendant dans les styles d'architecture qui s'appelle les ESB, mais on ne va pas en parler parce que c'est pas directement lié. Mais enfin voilà, on commence à avoir des choses où on appelle du code directement à distance, où on envoie des messages, l'architecture évolue. Arrive la première révolution qui change tout, la SOA. Donc Service Oriented Architecture, c'est un type d'architecture qui va définir un ensemble de services, qui va les proposer et qui vont communiquer ensemble. Ces services auront vocation à être localisables et derrière, et distribués sur un réseau. C'est génial, je viens de dire des choses, ça veut tout et rien dire. Et via des interfaces publiées. Donc en gros, on va publier un moyen de se faire contacter et son adresse dans un système, et derrière, le système va pouvoir me localiser. Et donc, dans l'idée, c'est la création des premiers annuaires, c'est la création des premiers web services, des choses comme ça. Les technologies mises en œuvre pour ça vont inclure la notion de contrat pour dire ce que je peux faire, comment on m'appelle et tout ça. Le SOAP, en fait, arrive à cette époque-là. Donc c'est génial, on a quand même une logique d'architecture où les services vont pouvoir s'intégrer ensemble, définir leurs besoins, où est-ce qu'ils existent, comment on y accède, et ça va marcher tout seul. Donc on n'est plus sur des grosses applications, on est sur une version un peu éclatée qu'on appelle le service donc
architecture orientée de service. Et le futur arrive, les microservices, ISS. Et globalement, ça c'est un petit joke, c'est un slide d'une ancienne presse de 2014 de Greg, sur le sujet, au Brest-Jug d'ailleurs. Le microservice, en fait, c'est un peu la nouvelle SOA. C'est la même chose, mais en mieux. On va voir pourquoi. On verra dans le détail c'est quoi les microservices et tout, mais grosso modo, qu'est-ce qui a changé? Les microservices, finalement, on avait déjà une architecture orientée service et maintenant on a des microservices. Qu'est-ce qui a changé à votre avis? Un indice pour y réfléchir. À l'époque de la SOA, les fournisseurs de technologies informatiques, c'est à peu près ce genre de choses. Bon, il y a Microsoft que j'ai pas mis et tout ça, mais on a du Oracle qui arrive avec les bases de données, les brokers, les serveurs d'applications, pour qui ça parle. IBM fait la même chose. Ce sont des gros fournisseurs et tout le monde travaille sur ces technos en entreprise. WebSphere, WebLogic, toutes ces choses, si vous avez entendu. Il y a Red Hat et tout. Ils ont tous fait pareil. Donc c'est eux qui fournissent ça. En 2010, les fournisseurs de techno, ils ont un peu changé. Dans le monde Java, il y a un énorme essor de tout ce qui est la stack Netflix, donc pour justement les microservices. Spotify publie aussi son propre code en open source, donc vous pouvez utiliser des technologies de Spotify, Facebook, React, hein, arrive un peu plus tard, Google, Angular et tout ce qui arrive derrière. Et il y a aussi la naissance de Docker dans les années 2010-2012. Et en gros, techniquement, qu'est-ce qui drive un peu la nouvelle architecture et les microservices? Qu'est-ce qui a changé à votre avis? Pourquoi on a adopté tout ça? Intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui drive que tout le monde a envie de passer de ça à ça? Ah. La hype, c'est ça qui est le plus important. Parce que moi, je veux avoir la même chose que ce que fait Google, que ce que fait Docker, que ce que fait Netflix, parce que les mecs, c'est génial ce qu'ils font. Peu importe ce qu'ils font, je veux la même chose. Et ça, c'est ce qui a drivé toute l'évolution vers les microservices, vers les nouvelles architectures. Qu'est-ce qui a changé? On a une évolution technologique, les applications serveurs, le NoSQL, on est allé vers des choses plus simples, plus légères. Les mentalités, en fait, ont changé sur les paradigmes globaux, les patterns et tout ça. Voilà. On va vers la volonté de faire du plus simple, le cloud, le big data, la scalabilité, évidemment. Les nouveaux acteurs sont venus, tous les nouveaux fournisseurs de technologie, c'est des pure players Internet. Donc, Netflix, Spotify, il faut regarder un petit peu il y a 10 ans. Mais à l'époque, quand ils publient des trucs, les versions, tout le monde se jette dessus, quoi. C'est un truc complètement fou et tout le monde, tous les blogs, toutes les confs, c'est il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. La scalabilité, l'automatisation, le continuous delivery, le DevOps, en fait, tout ce qui arrive, Docker et maintenant un peu plus tout ce qui est native image. En fait, l'évolution technologique arrive pour répondre à des besoins et la hype entretient le truc pour dire de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Donc en fait, l'architecture à travers les âges, c'est juste des Pokémon. C'est la même histoire qui évolue et qui devient de mieux en mieux ou pas. Mais grosso modo, on a toujours le même Pikachu depuis le début. L'objectif, c'est de transférer de l'information et de faire communiquer et créer du lien entre les gens. En gros, les microservices, c'est la même chose, mais en mieux. Exemple parfait. Voilà. Mais moi, je préfère dire et choquer, tu vois, au risque, il faut y aller. Bref, pour rentrer plus dans le sujet. C'est quoi un microservice? Je prends un verre d'eau, ça vous laisse le temps de répondre. Pour vous. Bah, a priori, vous en avez fait tous un peu, quoi. Et après, vous me dites que j'ai tort sur le côté, c'est juste la hype. Hein. Mais personne ne sait ce que c'est, mais il faut en faire, quoi. C'est comme l'histoire du big data, c'est comme... bref, je ne vais pas rentrer dedans, je suis enregistré.
Vas-y. Ouais. Ok, t'en fais un. Pas beaucoup. C'est quoi, pas beaucoup? Il y a un gap entre 56 et 2 ou 3, mais ouais. Ah, petit. Très bien. Donc c'est petit et pas beaucoup. Il fait pas beaucoup de choses, 3-4 max. Très bien. Il fait un truc qui est clair pour tout le monde. Très bien. Sur le papier, ouais. C'est pas si cool. Enfin, ça existe. Hein. Ah ouais, ouais, il n'est pas tout seul. Green. J'ai fait mon microservice, il est tout seul, c'est très bien. C'est qu'il ne fait pas grand-chose. Mais pourquoi pas? Mon micro-monolithe. Mathieu aime bien parler de microservices aussi, on en parlera de ça. Mais... D'autres idées? Ok. Cite-moi un autre domaine fonctionnel. Pour voir, parce que par exemple, la paye, très bien. Et un autre microservice, ce serait quoi? La compta? Ok. C'est hyper large en fait. Hein. Là, tu as 2 monolithes différents et la granularité, elle doit être bien en dessous de ça en fait. Mais tu mets le doigt sur quelque chose qu'on verra après. Non? Bon. Donc oui, vous avez tous un peu raison. La problématique qu'on sent là, c'est de le définir clairement. Et c'est tout le problème de l'architecture est là, parce que l'architecture, elle est magique et elle fonctionne tout le temps, parce que c'est du papier. C'est pour ça que j'ai un métier fabuleux. Deuxième question. En fait, pourquoi on les fait? Et la vraie réponse est pour la hype. Mais en vrai, pourquoi on les fait? Pourquoi je voudrais faire des microservices? Pour réduire la quantité de code à modifier? 40 000 lignes de code, c'est très petit. Mais admettons, oui, pour pas avoir à relivrer une application de 10 millions de lignes de code. Mais pourquoi pas? La scalabilité, Charles en a parlé. Effectivement, je voudrais pouvoir scaler plus fort et plus vite, ouais. Ah. Cœur avec les doigts. Ouais. L'hétérogénéité du SI, très bien. Ben, tout ça, effectivement, c'est des bonnes réponses qui vont dans le bon sens. La question, c'est quand est-ce qu'il faut qu'on commence ou pas, parce que tout ça, en fait, tout le monde le veut. Finalement, la moindre application, il y a personne qui va vous dire « Non, j'aimerais bien qu'elle fasse 12 millions de lignes de code. Non, j'aimerais bien galérer à sa mise en prod tout le temps. Non, je veux pas qu'elle scale, parce que si j'ai des utilisateurs, j'ai des problèmes. » Bon, voilà. En fait, tout ça, c'est... On retombe sur ce qu'il vient de dire, sur l'organisation. Mais c'est un autre défi, ça. Ça, c'est la définition, évidemment, de Wikipédia. Wikipédia a la réponse à tout. Donc, un microservice, c'est un style d'architecture, comme la SOA, dans lequel des applications complexes sont composées des API petites, indépendantes, qui communiquent ensemble en utilisant des API agnostiques au langage. Donc, en gros, pas dépendantes de la technologie. OK ? Ces services sont petits, très découplés, et ne doivent faire qu'une petite tâche, facilitant une approche modulaire à la construction d'un système global. Ils définissent rien du tout. Juste, tout est marqué c'est comme le port salut, c'est micro et c'est des services. Donc globalement, c'est petit. Mais petit comment? Voilà. Et personne ne s'engagera jamais là-dessus. C'est ça qui est drôle. Et c'est ça qu'on a cherché à faire pendant des années. Alors, qu'est-ce qu'un microservice?
Donc un microservice, je vais redire la même chose, mais c'est petit et c'est dédié à faire une seule chose. Voilà, c'est plus simple dans ma vie d'architecte. Il n'y a pas de compromis à avoir, parce que l'architecture, c'est des boîtes et des traits, donc je peux ne pas faire de compromis. Donc c'est une seule chose, et essayer qu'il la fasse bien. C'est un processus séparé et indépendant de tout le reste. Donc en gros, c'est une micro-application, autonome et entière. Et elle communique à travers des API, donc à travers un protocole, quel qu'il soit. Une API, j'entends pas forcément REST, hein, ça peut être une API RPC, etc., mais qui n'est pas dépendante du langage ni de la technologie que j'utilise. Et elle est découplée du reste. Donc petit. Le truc, c'est qu'on a vu, Marc-Antoine l'a dit, les applications, vous les faites, elles ont tendance à grossir. Parce qu'à un moment donné, il y a un biais de toujours, je veux coder, 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 et je rentre dedans, et le truc grossit de manière mécanique. Et en fait, le but, c'est de s'assurer que les microservices, il faut en avoir plein, et on peut avoir quelques classes, un package maximum. Et donc, on arrive sur le 3-4 choses qu'elle fait. Donc, c'est un nom, c'est le Single Responsibility Principle. Tu regroupes les choses qui varient pour la même raison et tu les sépares, celles qui changent pour les mêmes raisons. Donc, voilà, bref, il faut regrouper ce qui se ressemble et faire que le microservice, il a une vocation fonctionnelle et pas technique. Ça, c'est une erreur que les gens font assez rapidement, c'est de tenter de faire des services techniques parce qu'ils ne savent pas ce que fait l'entreprise. Le processus séparé, en fait, donc c'est un processus système. En gros, dans l'idée, c'est ce qu'on va retrouver derrière avec Docker, les images natives et tout. Ça veut dire qu'il faut faire une nouvelle application à chaque fois que vous faites une nouvelle fonctionnalité. Pourquoi on fait grossir les applications? Parce que c'est chiant de créer une nouvelle application. Je redémarre, projet, GitLab, POM, Git clone. Je colle le Spring Boot, le machin, etc. Ça peut être un peu long. Et donc, le problème, c'est qu'il faut que je fasse une application entière pour faire trois appels d'API sur une base de données. C'est un peu excessif. En fait, si, et c'est la vocation du microservice. Tous les avantages des microservices viennent de ça, que le truc est petit, unitaire et autonome. Il communique sur une API agnostique. Donc la composante principale, c'est son API. Il n'y a que ça qui est intéressant parce que c'est la seule chose qu'il expose sur le reste du monde. Donc c'est un contrat. L'API, c'est juste un contrat. Donc je dis au monde entier comment je fonctionne et comment on peut communiquer avec moi. On développe des API, les implémentations, on s'en fiche. Le but, c'est qu'on puisse les changer, qu'on fasse n'importe quoi. Le contrat, une fois qu'il est fait, il ne change pas. Et c'est toute la complexité de la chose. Ou pas trop, quoi. Ou s'il change, vous avez des soucis. L'API, elle n'est pas liée à un langage et elle ne comptera pas les utilisateurs sur des choix technologiques. Donc, on peut faire du Rust, on peut faire du Java, on peut faire ce que vous voulez. C'est tout l'intérêt des microservices. Ce n'est pas une obligation et c'est rarement le cas, malheureusement. Mais ça a vocation à choisir le bon outil et la bonne stack pour ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours simple. L'API, elle peut être synchrone, asynchrone, il y a plein de technologies. Donc, ça peut être à peu près ce qu'on veut. Et la règle d'or dans les microservices, c'est est-ce que si vous faites une modification, quand vous la déployez de manière unitaire, ou est-ce qu'en fait, il y a des impacts dans le reste? Et à partir de là, ça, c'est la règle qui vous dit, vous avez loupé votre coup ou pas. Alors, c'est pas simple, et surtout, c'est pas simple à maintenir dans le temps. Parce que vous allez avoir des abstractions qui vont fuiter mécaniquement un peu partout. Le découplage, c'est ce qui va vous permettre l'indépendance de la technique par rapport au fonctionnel. Ça vient de la modélisation. Donc, c'est un truc qu'on doit faire dès le départ, avant même qu'on commence à poser l'IDE, à coder quelques lignes. Et si on se gourre, on va le payer tout du long. C'est génial. La modélisation du domaine fonctionnel à travers une API, ça c'est la contrainte technique derrière, c'est ce qu'il faut faire le plus attention. Et c'est là-dessus où il faut réfléchir, malheureusement, et prendre du temps. Le reste, en fait, l'implément technique, elle part très très vite, et peu importe le choix de la technologie, malgré la hype, mais c'est ce qui va être le plus important. Alors les intérêts, on en a vu.
ça vous permet d'avoir des technologies hétérogènes. Alors, j'ai parlé des langages, mais ça, mythe, c'est un peu plus compliqué dans un SI global que vous ayez une équipe qui fasse des langages différents qui font la même chose pour des API de back-end, par exemple. Mais bon, pourquoi pas. Vous avez la possibilité de le faire. Ça vous permet surtout de choisir le bon outil. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas mettre, parce que vous avez une base SQL, vous allez mettre du SQL partout. Vous allez pouvoir mettre du NoSQL, faire du Neo4j, des choses comme ça. Un Elasticsearch en plein milieu, du Kafka, du RabbitMQ. Vous prenez, en fait, ça doit vous permettre d'avoir le bon outil au bon endroit. Et potentiellement le bon langage, du JavaScript, du front, etc. Tout est impacté. Ça vous permet de tester des nouvelles technos plus rapidement, parce qu'en fait, vu que vous vous impactez rien, vous créez quelque chose de nouveau, vous le faites avec une nouvelle technologie, faites un POC, ça n'impacte pas le reste, ou pas trop. Parce qu'en fait, tout est par API. Donc ça, c'est génial, finalement, sur papier. Encore une fois, l'architecte sur papier, c'est fabuleux. Donc moins d'impact qu'un gros système quand vous voulez le faire évoluer. La résistance est accrue, on en a parlé. Le domaine de bug, en fait, vu que vous l'avez éclaté en 1000 morceaux, parce que c'est l'objectif, en fait, quand il y en a un qui plante, vu qu'il n'impacte pas les autres sur papier, il n'y a aucun souci, en fait. Vous avez un tout petit bout, une mosaïque qui est tombée, un carreau de la mosaïque qui est tombé, en fait, la mosaïque, elle ressemble toujours à quelque chose et elle fonctionne. Donc ça, c'est génial. Et vu qu'il est isolé, tout ça, en fait, il n'impacte pas les autres par son absence ou pas. Et la panne reste isolée. Et elle arrivera, la panne, donc il y a des moyens de gérer ça. Mais c'est un intérêt des microservices. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. Ah, mais les microservices, c'est la vie sur papier. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que tout le monde a essayé de le faire. Et c'est pour ça que tout le monde a des... Enfin, les blogs sont remplis de réussite sur la mise en place de microservices, y compris chez nous. La scalabilité, on en a parlé. Ben ouais, en fait, parce que l'essor d'Internet fait que tout le monde a un téléphone, donc tout le monde est capable d'appeler des API, pas que depuis son PC, plus l'IoT, plus machin. Donc en fait, les bandes passantes ont explosé, donc il faut encore plus maintenant répondre à des millions d'utilisateurs. Les gars de chez Netflix qui représentent X% du trafic nord-américain à 20h, enfin ça devient fou. Donc comment on gère tout le monde qui fait la même chose et tout? La scalabilité. Donc notre monolithe, il ne peut pas forcément grossir, donc on va mettre plein de microservices en parallèle. Donc ça a toujours été un souci. On sait très bien tous les soucis que ça pose, c'est ça qui est génial. Et derrière, en fait, comment on fait? Le microservice, c'est une des manières en fait d'en mettre plein et de scaler la bonne fonctionnalité en fonction du besoin. Parce qu'on a une granularité beaucoup plus fine. Donc c'est cool, et surtout, une gestion des coûts plus efficace, parce qu'en fait, ça arrive avec l'essor du cloud, donc on a besoin, en fait, vu qu'on paye à l'usage tout maintenant, l'idée est de se dire, en fait, je vais grossir mon truc uniquement de ce que j'ai besoin, et donc je paierai uniquement ce dont j'ai besoin. Donc il y a plein d'intérêts. La facilité de déploiement, en fait, si c'est un tout petit truc, il n'y a pas besoin d'une procédure de 14 000 pages pour le déployer, et puis finalement, on peut un peu réfléchir à ce que ce soit toujours la même chose. Et ça a beaucoup, depuis les années 2008-2009 avec DevOps, essayé d'être automatisé. Donc quand j'ai qu'un if à faire, en fait, j'ai qu'un if à tester. Derrière, en fait, j'ai pas besoin de redéployer un truc, de le recompiler dans l'entièreté des 20 millions de lignes de code de l'application. La mise en prod, je sais qu'il n'y a pas de régression, parce que, et au pire, s'il y a une régression, il y a une régression sur un tout petit bout. C'est génial. Donc, c'est beaucoup mieux. Et en fait, les technologies qui sont venues avec les microservices rendent ça beaucoup plus facilement. Spring Boot en est aussi une conséquence. Donc, moins de dépendance sur plein de choses. On a parlé organisation. C'est un intérêt. En fait, les microservices étant régis avec des API, en fait, les équipes peuvent travailler sur différents points sans risque, et parce qu'elles vont s'intégrer, parce qu'elles ont des contrats pour se parler. Donc, tant qu'elles respectent les contrats, tout va bien. Et on va faire une répartition naturelle des tâches, donc ça va s'organiser autour des microservices assez naturellement. Il y a moins de problèmes de merge, parce que finalement, alors après c'est un grand débat de savoir si on fait un repo, un monorepo ou pas sur des microservices et tout, mais techniquement, vu qu'on a plein d'applications, on est dans l'idée où on va avoir plusieurs repos et ils ne vont pas s'impacter les uns les autres.
quand je tente un merge et que d'un coup, je fais une modif qui va impacter tout le code de la même application. Donc, il y a plein d'avantages là-dessus aussi, sur une vie de développeur aussi. La maintenance, donc c'est plus petit. Le scope fonctionnel, il est plus petit aussi. Et vu que le fonctionnel, c'est ça qui bouge, en fait, quand je veux faire une modif, je vais la faire qu'à un seul endroit. Donc c'est toujours pareil, c'est plus restreint, isolé, fabuleux. Donc on n'a pas le côté énorme application qui... alors j'ai connu des trucs il y a quelques années où des changements de label, ça coûtait 20 jours. Parce qu'il fallait changer et revérifier, faire une qualification de 3 semaines et tout. Enfin bon, bref, c'était un peu fou. Et donc finalement, diviser pour mieux régner, c'est un peu la logique. Je ne sais pas si tu en parles après, mais il y a par contre un énorme inconvénient à la maintenance, je trouve, c'est que si tu as un microservice qui en impacte un autre, ce qui est le cas sur papier, la base de données qui tombe, par exemple, tu peux créer tes objets, etc. Si toi, après, tu veux aller en debug, vu les infras sécurisées maintenant partout, il faut que tu aies le droit d'aller sur le premier, tu as le droit d'aller sur le deuxième, ça peut te prendre tellement de temps. On en parle, ouais. Alors, pas directement comme ça, mais oui, on va en parler parce que ça arrive. Et donc, comme quoi, on avait prévu le truc. Attention, quand c'est trop beau pour être vrai, hein, quand c'est gratuit et tout ça, c'est vous le produit, hein, vous savez. Donc, il faut faire un peu attention à la promesse. Il n'y a pas, ça c'est un autre paradigme d'architecture, il n'y a pas de balle en argent, il n'y a pas de silver bullet. Si le truc est trop beau, c'est qu'il a d'autres soucis. Et comme toutes les solutions d'architecture qui sont arrivées dans le temps, elles ont résolu les problèmes de la génération d'avant, comme l'humanité, et elles en ont créé d'autres. Et en fait, c'est une fuite en avant. Donc les microservices, en fait, ils ont créé des nouveaux problèmes. Et on va en voir quelques-uns qui sont plus ou moins drôles. Donc je vous présente Jean-Michel l'architecte. Il est brillant, il fait des microservices, et il a une idée, puisqu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui se dessine dans toute l'architecture qu'il a créée sur les microservices. Il voit bien que tout le monde a le même besoin. Et donc, finalement, si on créait mon... J'ai pas mis le nom de l'entreprise, mais bon, vous pouvez mettre n'importe laquelle. Mon Commons. Hein, c'est Itra Commons aussi. Enfin, tout ça. Je veux dire, toutes les boîtes où je suis passé, il y a un Commons qui arrive. Jamais. Voilà. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous répétez ça. C'est la seule chose qu'il faut retenir de cette présentation. Jamais de librairie Commons. C'est le mal absolu. C'est une facilité en fait mentale sur le fait que tout le monde arrive à ça. Tout le monde arrive à se dire à un moment donné, ouais, mais là, en fait, il y a le même code partout et tout. Non, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Et c'est ce qui arrive sur, en fait, principalement les échecs de microservices. La librairie partagée. Alors, vous pouvez avoir des librairies open source, des technologies partagées, mais en fait, la limitation du common, c'est qu'à un moment donné, elle va inclure le modèle fonctionnel. Le modèle de données, par exemple. Ah bah ouais, c'est le même objet partout, on va y aller, quoi. C'est fini, vous avez perdu. C'est un moyen de conception très utilisé parce qu'en fait, c'est une facilitation mentale de l'architecture de manière globale. Et on se dit, on va gagner tellement de temps. Et puis en fait, c'est un côté aussi, chez les architectes d'une certaine génération, troisième forme normale de la base de données. En fait, je rationalise tout. En fait, c'est normal que tout le monde s'envoie les mêmes données. En fait, je vais créer un objet commun sur lesquels ils seront tous dépendants. Et vous avez créé un couplage, non pas au runtime, parce qu'en fait, c'est un format de données, vous avez toujours vos API, vous avez créé un couplage au build. Et alors ça, au delivery, c'est catastrophique. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, quand à un moment donné, le fonctionnel va bouger, parce que ça arrive, vous publiez une nouvelle version de cette bibliothèque. Et qu'est-ce qui se passe? Vous relivrez tout. Donc en fait, effectivement, les composants, vos microservices vont être indépendants les uns des autres, mais en fait, vous avez créé le couplage majeur de ce truc-là. Et finalement, comme ça devient le bordel de relivrer l'intégralité de votre architecture de microservices, parce qu'on peut parler de 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, des centaines de microservices, et ben, comme c'est un truc de fou, finalement, cette librairie ne va plus évoluer, et donc en fait, on va restreindre les évolutions fonctionnelles derrière. Et donc, ça devient une énorme dette au final. Jamais. Donc, on peut avoir des versions de librairie et tout, mais pas de commons
custom, l'hétérogénéité technologique, elle est perdue. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez institutionnalisé une librairie commune, bah forcément, je vais faire mon jar, mon common sans Java. Ah ouais, mais je voudrais faire du Rust. Ah ouais, non, attends, on a tout le code de l'application qui est en Java, tu vas faire du Java. Et c'est terminé, déjà, vous avez perdu une qualification intéressante un intérêt intéressant des microservices. Et donc, vous redéployez tout, l'isolation, le changement et tout. Et ça, c'est pas un truc qui se voit parce qu'en fait, vous n'avez pas de. Enfin, sur l'architecture, le truc est toujours éclaté en fait. Hein. Sur les applications, elles se parlent par des API et tout. C'est un truc hyper insidieux. Donc, il ne faut pas. Tout ça pour dire que les microservices, ils arrivent avec des anti-patterns. Il y en a plein. Les premiers, en fait, hein, c'est le Magic Pixie Dust, c'est la hype, en fait. Hein. Le premier anti-pattern des microservices, c'est de vouloir en faire. C'est génial quand même, comme techno. Il y en a d'autres et tout, et en gros, il faut de l'expérience pour le faire. Enfin voilà, il y en a plein. Faire des microservices juste pour faire des microservices et tout ça. En fait, la majorité des anti-patterns, en premier, c'est la hype et se dire, en fait, bah, je vais les faire, mais finalement, comme je ne sais pas les faire, je fais de la prose sans savoir que je fais de la prose, et en fait, ça ne sert à rien. Donc, on va parler des problèmes de ces microservices. On a vu les intérêts, sur papier, c'est génial, et sur papier, l'architecte y a toujours raison. On va en parler de quelques problèmes. Il y a le passage à l'échelle, l'exploitation, la gestion de l'état, on va adorer ça. On a déjà fait des prêts et des Miditech dessus, je vais revenir encore dessus. Et c'est dommage qu'il manque quelqu'un, mais je pense qu'il écoutera la presse demain. La latence. Alors, le passage à l'échelle, bon, vous avez commencé votre vie de microservice, vous en avez quelques-uns. Ça se passe bien, ils ont leur base de données, ils sont bien découplés, ils s'appellent les uns les autres, tout est fabuleux. Ça marche tellement bien. Vous commencez. Ça marche vraiment très très bien. Ça, c'est Netflix, à une époque. Et là, bon, ouais, c'est ce qu'ils avaient publié à une époque. Alors, je pense que c'est pire que ça, Netflix aujourd'hui. Mais c'est pareil, il y a la même sur, tu cherches organisation, Twitter, Amazon, ils ont publié. C'est un graphe qui est joli, en fait, tu vois. En fait, ça ne te sert à rien. Mais c'est quand même, c'est impressionnant, quoi. Okay, ouais. C'est un autre sujet, j'aurais pas dû prononcer ce mot-là. Ouais, exactement. Ça, et en fait, c'est même, il faut aller vers ça, en fait. Hein, mais il faut se rendre compte que part de ça, quoi. Et ça, déjà, c'est assez avancé. Il y a 4, 5, 6 et tout. Vous regardez à l'époque où on commence Cedra. On est peut-être plus proche de ça aujourd'hui. Et donc, c'est un problème, en fait. Ça, il faut savoir le gérer, en fait. C'est pas, ça n'arrive pas tout seul. Donc, en fait, les microservices, ils nécessitent une automatisation élevée et à tous les niveaux. En fait, quand vous avez plein de choses, il va vous falloir de l'automatisation sur du test, et je ne parle pas juste de tests unitaires locaux. Hein. C'est-à-dire, comment vous assurer que ça vous permet de visionner des films, quoi. Ok, bah vas-y, teste. Bah, Jean-Michel a ouvert Netflix sur son Chrome, et puis voilà, on attend de voir ce que ça passe. Alors, ils font ça aussi. Hein. Mais bon, à automatiser, c'est un peu particulier, parce que là, d'un coup, ouais, je vais faire des mocks. Ok. Bon. Donc, ça arrive avec plein de problématiques, et ça, c'est des problématiques qui ne sont pas résolues. Le continuous delivery, en fait, effectivement, pour livrer ça, il faut aller de plus en plus vite. Donc, ça arrive avec ce genre d'automatisation, en fait, pour faciliter le fait d'aller en prod et d'envoyer de plus en plus vite, mais aussi de plus en plus de choses. Parce que finalement, votre pipeline et votre GitLab, quand il doit se taper 800, 9000 applications à livrer toute la journée, il a intérêt à être sizé. Le cloud arrive pour avoir forcément l'infra qui va avec, et comme vous sentez bien qu'il n'y a pas Jean-Michel l'exploitant qui est derrière tout ça à brancher ses machines, bah, il faut de l'infra as code ou de l'automatisation justement de l'infrastructure pour le cloud et pour pouvoir aller de plus en plus vite. Je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a une seule chose chez Netflix dans tout ça qui a mis des années et ce qui a migré en dernier. Est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que ça, en gros, c'est Netflix que les gens avaient
Il y a une pièce qui était toujours, qui est restée des années et qui a mis, en 2017, je crois qu'elle a migré. Non. Mais, bref. Il y a une partie du SI, ouais. Une partie du SI de Netflix, c'est la facturation, qui était encore dans une vieille base Oracle et qui est restée là et qui a migré en 2015, 2016, 2017, je ne sais plus, mais hyper tardivement. C'est le dernier truc qu'ils ont fait. C'est que là, d'un coup, ah oui, non, mais on s'amuse, mais il y a un truc un peu important, c'est la thune, et c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. Un truc assez drôle, la gestion de l'État. Vous allez forcément avoir un product owner qui va dire, ah ouais, alors là j'ai mon écran, je clique, et je voudrais que tout soit à jour, tout de suite. Et surtout, en fait, quand je change l'écran, j'arrive sur la liste, et en fait, le truc est là, quoi. Sauf que vous savez que derrière, il y a 250 appels, et une petite latence. Donc vous pleurez. Et surtout, lui, il ne comprend pas, parce que c'est ce qu'il veut, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une solution à ça pour vous? Très bien, cache partagé. Non. Ça ne scale pas. Voilà. Dire au PO non. Effectivement, c'est génial. Bon. Est-ce que vous avez déjà dit non à un PO? Fabuleux. Ça, c'est très bien. C'est comment l'amener à montrer qu'il a tort, mais il va avoir mon besoin. Je viens de te l'exprimer. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bon. La solution, en fait, c'est lié au problème, c'est la gestion de l'état. Vous allez avoir besoin, à un moment donné, de gérer un état pour dire je voudrais que synchroniser des modifications dans plein de systèmes, parce que l'utilisateur, lui, il voit que ça. Mais en fait, derrière, quand vous créez un utilisateur, il faut que le microservice des users soit enregistré, qu'il y ait peut-être autre chose. Derrière, ça doit publier un envoi de mail pour lui dire bienvenue, etc. Ça, c'est un cas simple. En fait, derrière, on arrive sur de la notion d'orchestrateur. Mathieu a fait plein de présentations là-dessus. Et donc, c'est assez intéressant. Et sur les microservices, ça peut venir très, très vite pour la gestion de l'état. L'orchestration, c'est quoi? C'est un moyen de tous vous envoyer dans les ténèbres. C'est un anneau unique. C'est le truc qui a des super pouvoirs et qui vous permet derrière d'aller très, très loin. Donc, il faut faire un peu très, très attention à ça. L'orchestration, en vrai, c'est quoi? C'est un énorme SPOF. C'est un énorme couplage dans votre SI. Et c'est une latence augmentée, encore plus. Et c'est l'illusion de la transaction atomique. Quand on a ce genre de choses, l'orchestrateur ici, là, on est grosso modo dans l'idée, il va discuter avec des API. Des API, aujourd'hui, on va dire, c'est quand même du REST ou de l'HTTP, principalement. L'HTTP, il n'est pas transactionnel. Donc, quand je veux orchestrer un appel d'écriture, c'est-à-dire, d'abord, je vais écrire là, une fois que c'est écrit là, j'écris ailleurs une autre partie, et puis derrière, j'orchestre tout ça. Là, c'est un cas simple avec 2 cas, mais il faut imaginer des centaines d'appels derrière. Comment je gère une transaction? Mal. Donc c'est là où on arrive, je vous renvoie sur la super vidéo que Mathieu avait présentée. C'est une très bonne solution, hein, mais c'est la saga et donc la compensation de web service. Le problème de ça, c'est que HTTP, ce n'est pas un système transactionnel. Donc, s'il y a un truc qui se passe mal, en fait, sur le deuxième appel, est-ce que je veux pouvoir rollbacker l'écriture en premier? Ouais, mais si tu as un problème réseau, comment tu fais pour compenser la compensation qui a échoué? C'est pas mon problème, je verrai plus tard. Voilà. Donc l'orchestration, en fait, c'est un truc pareil, ça va arriver très très vite. C'est un besoin nécessaire qui va émerger de lui-même dans l'architecture. Et ça a l'air génial. Et surtout, ça vient aussi, on en parlait de l'organisation, parce que derrière, c'est une brique unique. Parce que quand on dit orchestration, on dit que c'est lui qui va décider pour tout le reste. Et vous sentez qu'il y a un peu un pattern organisationnel derrière. Et qu'il y a quelqu'un qui se dit c'est moi qui vais faire pour tout le monde. Et je ne délèguerai pas. Donc, SPOF, pardon, oui, je me suis demandé, Single Point of Failure. Donc, en gros, c'est vous avez rassemblé l'orchestrateur, comme il gère un état,
il est forcément unique sur tout le SI, en fait. Ce n'est pas comme vos API stateless, vous pouvez en mettre 3-4. Si vous multipliez quelque chose qui a un état, c'est assez compliqué à scaler. Il faut des caches partagées, il faut des choses un peu compliquées. Enfin, voilà. Donc, c'est une complexité technique qui est vraiment importante. Est-ce qu'il y a une autre solution à ça que vous pourriez connaître qu'un orchestrateur? Tu en fais partie, mais oui. Et les mots pour faire de l'architecture intelligente est la chorégraphie. L'orchestration versus la chorégraphie, c'est toujours plus important au dîner de l'ambassadeur. Mais oui, dans l'idée, la chorégraphie, c'est quoi? C'est vous donner une tâche à quelqu'un, et ce quelqu'un va faire sa tâche, et une fois quand il a terminé, il va donner le bâton à quelqu'un d'autre pour faire la tâche d'après. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est vous donner une liste de choses à faire, la recette, il y a quelqu'un qui va mettre la farine, paf, je passe à mon voisin, hop, il met le sucre, je passe à mon voisin, je mets au four, blablabla. Et c'est comme ça que... La façon de faire ça, en fait, c'est que généralement, on va se mettre ça dans un broker de messages sur un bus. Et en fait, chaque élément va envoyer un message pour dire bah, j'ai créé mon service, boum, je fais mon service. Et en fait, le service d'email, lui, il va recevoir l'événement et il va réagir. Et ça peut être n'importe quoi d'autre. L'intérêt de tout ça, donc, c'est que tout est découplé. Parce que tout le monde est couplé au broker technique, mais n'a pas de couplage avec l'ensemble des destinations de ces messages. Donc ça vient aussi des architectures qui ont eu lieu avant, avec les ESB, ce genre de choses, toutes les technologies de broker et de messages. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, je l'ai mis entre parenthèses parce que ce n'est pas une obligation. Il y a deux manières de le faire. C'est soit chacun sait la tâche qu'il a à donner après, soit en fait, on envoie un message où il y a la liste des tâches à faire. Et en fait, je fais ma tâche, je redonne, et la liste, en fait, elle s'enlève au fur et à mesure. Le broker de messages, il a un intérêt assez énorme par rapport au reste. Donc, la chorégraphie, le traitement, il est distribué. Chacun va faire son truc, mais personne ne parle à une brique unique. Les applications sont découplées entre elles. Si je veux rajouter une nouvelle tâche derrière, en fait, je la rajoute au broker, et peu importe, elle écoute sur l'événement, mais j'impacte personne. C'est génial. La latence, elle est toujours là, hein, mine de rien. Elle est un peu améliorée, et on peut paralléliser les traitements plus simplement qu'avec un orchestrateur. Et le broker, magie, il est transactionnel. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, en fait, le message, il retourne dans le broker, et on est capable derrière de le traiter, de gérer ça et de reprendre sur erreur. Alors que si vous faites ça sur un orchestrateur synchrone ou même asynchrone HTTP, vous arrivez dans des choses qui sont intellectuellement intéressantes. Donc la chorégraphie, ça peut être une solution à la gestion d'état. Et en fait, l'état, finalement, vous avez vocation à essayer de le distribuer. Allez, un autre problème. J'ai une notification, la QA, elle a envoyé un message. J'ai internal erreur nulle, est-ce que tu peux regarder? Oui, je vais regarder. Ça, c'est à peu près la gueule de mon SI. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une autre manière de le présenter. En fait, tout est relié un peu n'importe comment. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et la seule info que j'ai, c'est nul. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. Et donc, en fait, les microservices, ils arrivent avec un autre problème qui sont liés avec leur passage à l'échelle, c'est la supervision. Et c'est un truc sur lequel, en fait, quand vous regardez les presses sur les microservices, allez-y, c'est génial, dockeriser, balancer, Kubernetes à fond. En fait, il faut être taillé pour. Et ça vous arrive avec un lot énorme de problèmes. Donc, il vous faut du monitoring à l'échelle. Donc, il y a du monitoring qui existe déjà, et qui a, enfin voilà, Prometheus, Thanos, il y a plein de choses comme ça. L'agrégation des logs devient vitale, parce qu'en fait, vous avez un bout du traitement à gauche et une autre application à droite, et vous arrivez avec la traçabilité, donc c'est un Jaeger ou des APM distribués. Il y en a plein qui font beaucoup d'argent là-dessus. Où en fait, vous arrivez à tracer qu'une requête, elle va avoir un identifiant et elle va se suivre sur tout le SI. Vous allez pouvoir savoir où est-ce qu'elle est passée et la suivre, surtout. Et se dire, elle a commencé là, après elle a fait ça, après elle a fait ça, après ça, ah, elle a planté là. Et le savoir rapidement pour débugger, c'est assez essentiel. Donc voilà. L'intérêt de tout ça, c'est que ça aboutit quand même à des standards. OpenMetric pour la stack Prometheus, OpenTelemetry aussi, c'est des choses qui sont standards. Donc il y a de plus en plus de produits et de solutions open source qui arrivent. Et ça, c'est très très cool. Mais par contre, avant, la traçabilité,
c'était un peu des trucs de bourgeois, quoi. Et aujourd'hui, c'est très, très, très nécessaire, quoi. Sinon, vous avez passé des heures à débugger, quoi. Alors, comment on fait ça bien? Je ne sais plus qui l'avait dit dès le départ. Ben, on va essayer. Alors, une bonne manière de le faire, c'est de casser son monolithe. Alors, généralement, quand vous faites ça, vous avez juste cassé vos problèmes et vous êtes passé d'un gros problème à plein de petits. Donc, c'est une bonne manière de faire des microservices. C'est même une excellente manière. Donc, bon, il y a toujours le bon service, le mauvais service. Alors, c'est quoi un bon service? On l'a vu, en fait, il a un couplage faible, donc, ou lâche. Alors, lâche, ça veut dire il a quand même un couplage. On sait qu'il va en avoir un, mais on essaye de le restreindre. Donc, grosso modo, il faut que quand vous livriez, vous puissiez livrer sans avoir besoin de livrer le reste. Et ça, ça se vérifie assez rapidement. Et c'est vraiment très, très important. Donc, le minimum vital pour communiquer avec les autres, ça veut dire qu'il connaît juste les contrats. Et en fait, finalement, il faut essayer de ne pas appeler trop de monde. Parce que plus vous appelez du monde, plus vous avez quand même une sorte de couplage. Donc, il faut faire attention à ça. Un bon service, c'est celui que je vais pouvoir envoyer. Finalement, c'est comme un bon serveur, c'est un serveur qui est éteint. Eh ben, un bon service, c'est celui qui appelle personne. La responsabilité unique. On parle de responsabilité fonctionnelle. Donc là, effectivement, on en parlait au début, la granularité que vous essayez d'avoir, c'est quelques fonctionnalités, 2, 3, 4, 5 et tout. En fait, c'est laissé à votre appréciation. Si c'est trop petit, vous allez avoir trop d'applications. Et en fait, est-ce que vous êtes assez nombreux et genre, est-ce que vous avez les équipes de Spotify où ils sont 5000 pour le faire? Je n'ai pas dit Twitter parce qu'ils ne sont plus du tout 7000 maintenant, mais bon. Mais voilà, comment on arrive à soutenir cet effort de guerre? Donc, il faut avoir la bonne architecture par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Plus vous avez des composants, plus vous allez rajouter de la latence, plus c'est coûteux, plus c'est risqué. Et donc, le fonctionnel, ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez en tant que technicien le fonctionnel. Donc, pour découper, il faut réfléchir à deux idées, ce qu'on veut garder interne de externe. Donc, qu'est-ce qui est de l'interface publique de ce qu'on veut de l'interface extérieure? Éviter de balancer trop de détails, donc c'est assez sûr. La représentation interne des données, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle fait partie des contrats, les formats de données, vous ne devez pas les bouger. Et ça, c'est très compliqué à suivre. Parce que finalement, j'ai une typo dedans, bah, vous allez vivre avec la typo pendant quelques temps. Parce qu'une fois qu'elle a utilisé la typo, voilà, vous avez quand même créé un couplage. Et donc, on essaye. Donc, il faut réfléchir en termes fonctionnels, parce que le fonctionnel, c'est ce qui va potentiellement bouger, et pas en termes techniques. Si vous réfléchissez en termes techniques, le découpage que vous avez, il est faux. Et pareil, en termes de données, finalement, parce que nous, de quoi on a l'habitude de faire? Vous voulez des articles? Ok, très bien. Je vais vous faire une base de données d'articles, et puis derrière, je vais faire une API qui vous permet de créer, faire des articles, tout ça. Ce n'est pas exactement ça l'idée. Ça peut, mais ça, en fait, derrière, vous avez une vision technico-technique d'un microservice. Et finalement, c'est pourquoi est-ce que je voudrais faire des choses. C'est ça qui est important. Donc, il faut partir du plus grand ensemble pour le casser. Et donc, quand je disais tout à l'heure, ça, c'est pas une si bête idée, en fait. C'est que, effectivement, avant que ça devienne des licornes, ces petites choses, il faut d'abord casser le monolithe. Donc, hop, ouais, il y a des évolutions techniques aussi, mais bon, je vais passer là-dessus. Donc, ce qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce qu'on expose aux autres? Un contrat. Donc, il faut un contrat d'API en fait assez complet. En fait, dans l'idée, il faut se placer dans la même idée que si vous étiez un Google ou autre. Quand j'utilise un service Google, je ne fais pas une réunion avec leur dev, quoi. Par contre, je vais voir leur doc. Donc, j'ai accès à des contrats d'API, et j'ai accès à une documentation. Ça, c'est Stripe. C'est beau. Mais c'est très compliqué à faire. Et ça prend beaucoup de temps. Mais ça, c'est la valeur ajoutée, au fait, en final. C'est que finalement, pour que je puisse utiliser facilement l'application, je vais avoir une documentation de malade derrière. Est-ce qu'il faut faire ça dans son SI? Bah oui, mais c'est quand même compliqué. Comment bien concevoir? En fait, le problème que vous avez, c'est à un temps X,
votre application, votre architecture, elle va fonctionner. Et finalement, elle va évoluer. Et les évolutions, c'est coûteux. Alors, comment on gère ça? New is always better. On ne fait pas évoluer des microservices. Attention, ce que je dis ne concerne que moi. On va créer des nouveaux services. Alors, quand je dis évoluer des microservices ou pas, on va toujours faire des nouvelles API. On ne touche pas aux contrats, parce qu'une fois que les contrats sont publiés en prod, ils sont censés être utilisés par des gens. Et si je change les contrats, en fait, je peux impacter les gens. Et en fait, vous ne voulez pas réfléchir au fait de savoir si cette modif, elle est impactante ou pas. Genre, non, c'est juste un champ à rajouter. Vous ne savez pas si le mec en face, il a vraiment utilisé la désérialisation sans erreur note nulle de Jackson dans votre Spring Boot. Ah merde, il ne l'a pas mis, vous avez rajouté un champ, pouf, le truc explose en vol. Donc ça, c'est un truc. Donc il n'y a pas de modification vraiment transparente. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une nouvelle API. Quoi? Mais c'est affreux. C'est la même chose, mais avec un champ en plus. On rajoute une nouvelle API. On va même des fois rajouter un microservice. Et en fait, l'idée est de valider que ce nouveau besoin, finalement, est-ce qu'il est pérenne? Je propose une nouvelle fonctionnalité, est-ce qu'elle est mieux? Est-ce qu'elle vaut le coup? On se donne du temps pour réfléchir. Une fois que c'est validé, peut-être qu'on peut fusionner. Et ça donne du temps aux anciens qui étaient sur l'ancienne API de migrer peut-être sur la nouvelle. Voilà. Mais dans l'idée, c'est toujours une fuite en avant. Donc c'est un organisme vivant. Il faut voir ça, vous faites des nouvelles cellules et à un moment donné, les cellules d'avant meurent. Il faut se donner ce cycle-là et il n'y a pas d'évolution. Donc tôt ou tard, le versionning, il arrive. Et vous ne pouvez pas contrôler sur des API REST ou même sur le reste vos clients. Ils vont vous appeler et vous avez beau leur dire « Ouais, dans 3 semaines, je change le format et c'est plus du tout le même et vous devez migrer. » Vous regardez les pure players Internet, quand ils font ça, ils donnent à peu près 1 an, 18 mois de délai. Bon, c'est pas terrible. Et on ne peut pas les forcer, en fait. Et finalement, si c'est là, quand vous êtes Netflix ou autre, les gens n'ont pas trop le choix. Mais si c'est vous, petite entreprise, et que vous avez un très, très gros client et qui vous dit non, je ne veux pas bouger, finalement, vous n'allez pas bouger. Voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, le même service, en fait, faut gérer la gestion de version sur des API. Et ça, il n'y a toujours pas vraiment de solution. Il y a plein de manières de le faire. Mais finalement, la meilleure manière, c'est j'en rajoute une et je tente une conduite du changement en laissant du temps pour en faire une autre. Forcer les clients que tu tapais sur la V1, ouais. tu es automatiquement relayé sur la V2 sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Et au bout d'un moment, ils leur disaient, bon, en fait, ça fait 6 mois que tu n'utilisez plus vraiment la V1, donc vous pouvez changer. Des choses comme ça. Et après, on peut faire du code en fait, qui va automatiquement changer le format pour rajouter les choses et tout. Mais ça, derrière, c'est de l'implémentation, faites ce que vous voulez. Dans l'idée, vous avez quand même publié 2 fois la même version avec une évolution à côté. Mais jamais vous faites évoluer le truc que vous avez déjà mis en prod. Et c'est ça qui est assez compliqué. Donc, par où on commence? Les microservices, quand on fait un microservice, on commence par faire un monolithe. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre son métier. En fait, il faut que vous compreniez, pour savoir découper ça, il faut d'abord en connaître les limites. Et donc, la meilleure façon de réussir des microservices, c'est de commencer par un monolithe. Et une fois que vous avez compris comment fonctionne le fonctionnel global de votre parc, de votre SI, là, vous pouvez savoir où ça coupe. Parce qu'en fait, si vous le faites sans comprendre ça, vous allez faire un découpage technique, et ce découpage technique va rater. Et donc, vous allez mécaniquement faire des couplages fonctionnels, parce que vos interfaces ne seront pas les bonnes. Donc voilà, donc, dans l'idée, on commence par faire un gros truc, et on essaiera de le découper au fur et à mesure. On peut avoir du multisite, on peut avoir plein de problématiques de migration, d'incompatibilité. Donc, il faut faire un peu attention à ça. C'est une période transitoire. Mais l'idée est de comprendre son fonctionnel parce que c'est ça qui est important. Et le vrai problème, le vrai problème dans tout ça, le vrai dragon, contre lequel il faut lutter, quel est-il? On en a déjà parlé. Indice. Le truc vraiment compliqué, hein? Ouais, ça en fait partie, mais le couplage, je veux faire des applications découplées. Quel est le truc le plus dur à changer? Ah!
bah, faut pas les faire. Donc, c'est ce qu'il y a de moins. L'organisation. SMOG, c'est une somme d'humains. Et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui parce que en fait, la technique aura toujours une solution. Un problème technique, ça se résout. Un problème humain, c'est un peu plus compliqué. Il y a la mafia qui sait faire ça, mais bon. Et donc, l'organisation, en fait. Et pourquoi l'organisation est un problème? Pour ceux qui ne connaissent pas mon ami très cher Melvin Conway, la loi de Conway, les organisations conçoivent des systèmes qui tendent inévitablement à reproduire des designs ou des schémas qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous regardez en fait la manière dont des microservices, des applications, tout un SI communiquent ensemble, vous pouvez savoir qui ne s'aime pas, qui se déteste, et en fait, qui a couché avec la femme de machin et tout, parce qu'en fait, blablabla, etc. C'est exactement ce que vous pouvez lire dans l'architecture d'un SI. On va prendre un exemple. C'est une organisation assez standard. J'ai une équipe fonctionnelle qui sait quoi dire et quoi faire à plusieurs équipes de développement. Grosso modo, j'ai quand même centralisé mes efforts de QA en fait, avec une équipe qui fait ça, et j'ai fait la même chose avec une équipe d'Ops. Et tout ça, c'est mon organisation. C'est assez commun, on est d'accord. Le delivery, la façon dont cette organisation va naturellement s'orienter, à quelques détails près, je suis d'accord. Vous avez des applications, en fait, chaque équipe de dev va faire sa propre application. Elle a son propre environnement de dev, de la plupart du temps, pour tester son truc. Et en fait, comme vous avez une QA unique, vous avez un environnement de staging unique dans lequel tout le monde va tenter de faire fusionner ce truc-là pour vérifier que le système global fonctionne. Toute ressemblance avec des choses existantes, blablabla. Et à la fin, on avait parlé de la difficulté de la prod. En fait, là, l'environnement de prod, c'est le même, unique, mais en plus, il y a des barrières, des tranchées, des loups et tout. Donc, jamais ils accèdent à ça. Il y a une porte d'entrée très, très dure ici. Mais vous avez tout fusionné. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire de cette organisation-là? Vous avez une équipe, encore une fois, l'équipe fonctionnelle, c'est la même, parce qu'ils ont besoin de se parler, les chefs de projet. Mais les équipes produits sont un peu différentes. Donc, vous avez une roadmap qui va être déclinée en 3 plannings, et tout ça dans ce qu'on appelle un release train. C'est-à-dire qu'en gros, la date de MEP, elle est la même pour tout le monde, et là, il va falloir que ça fusionne et que ça converge vers un état qui a été défini dès le départ. Et derrière, il y a des chefs de projet aujourd'hui là qui essayent de faire travailler ça ensemble, sachant que comme il y a des dépendances, peut-être que c'est plus compliqué que ça. Donc la synchro des développements pour la mise en production, elle est à un niveau de chef de projet, elle est très compliquée. Et évidemment, ces applications, elles vont communiquer entre elles par des API avec des contrats. Et puis en fait, il y a une erreur fonctionnelle chez C, on a oublié de dire un truc que j'ai besoin à A, et en fait, c'est son domaine à lui. Donc derrière, je vais lui demander de modifier le contrat. Donc ça veut dire qu'en fait, j'attends que C finisse A, etc., etc., etc. Et on arrive dans une gestion de projet de microservices, dans une organisation qui n'est pas faite pour. Et la blague de tout ça, c'est qu'en fait, ça, c'est juste une BU. Et vous avez la même avec les autres. Et donc, on peut arriver avec des choses assez intéressantes. Vous avez plusieurs BU qui vont communiquer de la même manière, mais je transforme ça un peu différemment. Vous avez la BU qu'on avait, qui aime bien en fait, les gens de l'autre service à côté, avec qui ils travaillent bien, en fait, ils ont des API REST. Eux, personne ne les aime. Mais ils ont un peu besoin, eux, à une époque, ils ont voulu faire des efforts et ils contactent avec du SOAP. C'est hyper contractuel. Le format, il est en dur, tu changes une virgule, c'est fini. Là, tu changes le format, ça ne marchera pas. Donc, les mecs ont besoin de absolument contractualiser parce que peut-être ils en avaient marre que les mecs changent sans prévenir et que ça ne marchait jamais. Donc, on s'est dit, bon, écoutez, là, on arrive, on contractualise à donf la manière de communication. Et là, en fait, derrière, forcément, ça marche. Mais ça, c'est moins bien que ça parce que c'est plus couplé, en fait. Et forcément, eux, c'est les pires. Là, ils se détestent vraiment, eux, tout le monde, enfin, c'est affreux. On va s'envoyer des fichiers. Je veux mettre un truc, je veux même pas vous voir, je veux même pas avoir à me connecter à vous. Je drop un truc, tu viendras chercher si tu as besoin. Et ça, en vrai, ça vous donne vraiment la façon dont les gens travaillent ensemble. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile au final. Parce que derrière, vous dites, oui, alors je veux faire des microservices, mais non, fichier. Par la main. Donc,
on sait assez vite qui se déteste. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Comment on fait? Question. Voilà, snap. J'adore ce gif où il est en Thanos et qui snap et qu'il y a la moitié de Twitter qui disparaît en poussière, mais c'est là très très bonne. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Donc tu mets les gens autour d'une table, très bien, mais bon, Michel, il a toujours couché avec la femme de Robert, et puis voilà, et en fait, bon, là, tu peux pas, quoi. La solution à ça, alors ça a été fait il y a 10 ans, on va donner ça à des Indiens, ça va être très bien. Non, là, il y a une solution architecturelle à ça, parce que l'architecte, il a la réponse à tout, il ne faut pas oublier, tout marche dans sa vie. La loi de Conway inversée, en fait, la loi de Conway, elle est un problème. Je la retourne. C'est tellement simple la vie d'un architecte. Alors en fait, la loi de Conway inversée, c'est réel. Hein, et on a déjà travaillé là-dessus, on l'a fait à Ouest France. C'est très difficile en vrai. Un problème organisationnel, ça se règle avec la direction. Ce n'est pas avec les équipes techniques que vous allez faire ça. Donc vous changez la structure de l'organisation. Donc vous allez d'abord dire, voilà comment je veux fonctionner. Donc l'architecte, il définit ça. Et derrière, vous détruisez tous les silos et vous mettez en place une collaboration et vous collez l'organisation à l'architecture. C'est le seul moyen de faire fonctionner ça. Parce que si les gens, en fait, vont avoir des blocages organisationnels, ça va mécaniquement, au bout d'un certain temps, se sentir là. Alors que si vous dites, ben, en fait, je vais créer les équipes et les refondre par rapport à l'architecture, ben, en fait, ils vont bien communiquer ensemble, parce qu'en fait, l'architecture est faite pour que les gens se parlent. Donc, ça veut dire quand même faire sauter l'organisation, les chefs de service, machin, retravailler tout ça, changer les équipes, humainement, ça peut être assez long. Et donc, derrière, c'est une manière de faire ça, mais donc on fait la même chose que de l'architecture technique, mais on l'a fait sur l'organisation. Et là, on résout le problème. On l'a fait, ouais. Alors, pour plein de raisons avec les syndicats, le fait qu'on n'a pas le droit de changer les contrats de travail des gens et tout ça, machin. On n'a jamais dit que c'était une restructuration, mais on a changé tous les formats des équipes. On avait une grosse équipe qui avait tout le fonctionnel, des petits trucs qui gravitaient autour par rapport à d'autres choses. On a cassé le fonctionnel, on a assigné des PO aux gens et on a retransformé ça à partir du schéma d'architecture qu'on a fait, avec l'aval de la direction et tout. Sur un service. En fait, on a réussi à corriger ça, hop, ça, mais ça, c'est un autre problème. Hein. C'est plus long. Et il faut des facilitateurs, alors pas agiles, mais c'est pour ça que, comme tes microservices, en fait, tu les fais évoluer, tu rajoutes des choses et tout, et ben, il faut que tu fasses évoluer tes équipes, recrutement par recrutement, que tu appliques tes trucs. Voilà, quoi. Donc, oui, l'organisation, elle a vocation à vivre de la même manière, et plus en fait elle est, plus tu vas déléguer des choses et plus ça va fonctionner. Donc, celui-là, voilà. Donc vous définissez ça, vous recréez ça. Donc il y a une restructuration des équipes, ça veut dire qu'en fait on va arriver sur ce qu'on appelle plus des product teams. C'est-à-dire que les équipes, en fait, c'est pas une équipe de dev, une équipe de QA et tout. Vous allez avoir une équipe autonome avec son chef de projet, son PO, ses devs, potentiellement sa QA, ses ops, de manière autonome. Et à partir du moment où elle est autonome, en fait, elle peut faire un peu plus ce qu'elle veut. Après, vous pouvez rationaliser ça. Et tout le monde discute par contrat. Donc tout ça, c'est très bien. Il y a le bon delivery et le mauvais delivery, en fait. Cette nouvelle organisation, elle impacte aussi quelque chose. Exemple. Tout à l'heure, je vous ai montré ça. C'est un énorme problème, en fait, parce qu'il y a une date de fusion si on reprend CETA. Quand ils se prennent, tout le monde doit livrer au 15 février, et puis derrière, il y a un mois de qualif, et s'il y a 16 autres, on recommence tout et on fait ça. C'est pas hyper agile. Voilà. Donc ça, c'est un cas, mais c'est le cas chez plein de gens, en fait, parce que derrière, ceux qui portent la responsabilité de dire oui à la prod, c'est eux. Et c'est pas eux. Et donc, en fait, en termes d'autonomie et de responsabilité, ben, en fait, ils disent « Non, moi, je veux pouvoir tout tester parce que c'est la seule chose que je veux faire. » Comment on fait avec une loi de Conway inversée et la cible à ça? Donc, on a 3 équipes qui vont avoir leur propre environnement de dev, de prod. Okay,
Les applis se parlent entre elles. On est toujours en microservices. La cible de ça, c'est de supprimer l'environnement de staging, en fait. C'est que, vous pouvez avoir un deuxième environnement de dev ou de staging plus stable, tout ce que vous voulez, mais l'objectif de ça, en fait, c'est que vous n'avez pas un truc autonome ici. C'est que chacun va pointer sur les versions de prod des autres. Quand vous développez vos services sur les API de Google, vous tapez sur leur prod. Alors, vous avez un compte de test ou quoi que ce soit, mais vous tapez sur leur prod, quoi qu'il arrive. Et vous développez sur leur prod. Vous ne développez pas sur la version staging de Google. Eux, oui. Donc, on peut avoir une version staging, mais en fait, les environnements de dev, pour éviter les couplages et la stabilité, en fait, on est toujours sur les versions finales. Et ça, à faire comprendre à une équipe de QA, bon courage. Alors, AOF, on a mis un certain temps. Très, très longtemps. Mais ça, en fait, il faut avoir une approche... faut avoir une approche un peu comme sur un SaaS, où finalement, en fait, l'environnement de dev, c'est un tenant de test de la prod. Mais finalement, en fait... et ça a une vocation parce que vous allez pouvoir, au lieu de faire de la synchronisation en fait, entre les équipes en gestion de projet, vous allez pouvoir dire plus facilement, j'ai besoin d'un truc, je le mets en prod, le contrat il évolue, et les autres vont taper dessus, et en fait, on sait, il n'y a pas besoin de se synchroniser. Je peux quand même partir en prod et continuer à envoyer en prod ici, et en fait, le fonctionnel global va émerger naturellement. C'est là où on va arriver avec du feature flipping ou du dark launch ou des choses comme ça, en fait, des techniques DevOps qui vont me permettre derrière d'activer des fonctionnalités, mais je continue à envoyer en prod tout le temps. Et je n'ai pas de blocage avant. Je réponds à ça après. Là, tu dis, c'est version de prod et environnement de prod ou genre. C'est la même chose. Version de prod, Non. Alors, OK. Fais-moi un environnement de staging isoprod uniquement pour des données de test, si tu veux. Le seul truc derrière, bon, effectivement, la prod, c'est si tu tentes un tir de perf ou des choses comme ça, admettons, c'est beaucoup de contraintes. Mais OK, version de prod. Il y a un couplage sur d'autres applications comme si c'était des partenaires extérieurs à l'entreprise. En gros, ils ont genre, pas une application différente exprès, juste pour pas qu'ils aillent taper sur de la donnée vraiment, enfin, altérer de la donnée de prod. Si ton tenant de dev, c'est juste une prod, quoi. C'est une autre version de la prod, si tu veux. Mais c'est pas... Ce que j'allais dire aussi sur les données de dev, c'est souvent un problème. En truc de facturation, tu as beau avoir un compte de test, moins de trucs que sur facturation, ça a un impact. Alors, il y a des sujets sur lesquels, en fait, c'est comme ce qu'on avait expliqué sur la presse de CloudIM à l'époque, le légal, la thune, ce genre de choses. Faut regarder comment Stripe fonctionne. Il y a vraiment, je suis toujours sur Stripe, mais par contre, je vais avoir une authentification et un mode de test où là, en fait, il me dry run tout. Mais je suis en train de taper, entre guillemets, la prod. Enfin, c'est un truc un peu spécial. Donc, il y a plein de techniques pour le faire. En vrai, c'est très compliqué. Hein. Mais ça solutionne tellement de choses. Le dark launch, c'est des techniques que Facebook faisait, par exemple. C'est du DevOps, c'est en fait le code est déjà en prod. Et en fait, je le lance sur un A/B test ou des choses comme ça. Et le vrai dark launch, Facebook l'a fait pour son chat à l'époque. Le chat est embarqué dans tous les navigateurs et il est simulé. Et en fait, chacun des navigateurs envoie quelques messages. L'utilisateur ne le voit pas. Et en fait, pour tester la volumétrie, la performance du truc, ils font que le truc envoie 10 messages pour dire bonjour, bonjour, bonjour. Et en fait, toi, tu ne le vois pas. Et eux, en fait, ils ont embarqué ce code-là. Donc, c'est un dark launch. Et derrière, en fait, ils sont en train de tester leur prod avant qu'elle soit réellement ouverte. Non. Donc, tout ça, c'est des techniques d'ouverture de fonctionnalités alors qu'on est déjà en prod. Donc, ça arrive avec du DevOps. Tout ça se mélange fabuleusement bien. Mais voilà. Et ça, c'est un truc vraiment important parce qu'en fait, si la cible avant avec une QA au milieu qui va vous limiter et bloquer tout, en fait, vous devez pouvoir aller en prod, livrer un truc qui n'est pas nécessaire ou qui n'est pas bloquant pour le reste et vivre votre vie. L'autonomie, elle se gère aussi sur le delivery. Et c'est un autre impact. Et ça, pareil, c'est une contrainte organisationnelle qui est un peu dure à faire sauter. Si vous avez la capacité à aller en prod sans impacter les autres. Et donc, l'architecte dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Pardon, qu'est-ce qu'il fait? Je me suis gouré. Voilà, à un moment donné aussi, l'architecte, il se dit non, mais là, vous ne savez pas faire, c'est mon idée.
C'est moi qui fais les microservices. C'est moi qui connais la granularité des microservices. Je sais, et j'ai fait une presse là-dessus, c'est quoi un bon microservice, c'est quoi un mauvais microservice. Donc, c'est moi qui décide. Et donc, en gros, le type, il va valider, dire, non, mais les contrats, c'est vraiment important. Si vous les voterez, ça fout le bordel. Donc, je vais valider tous les contrats. Ce qu'on appelle globalement l'œil de Sauron. Hein. Donc, il est en train de surveiller tout le monde. Et on a, encore une fois, un énorme single point of failure organisationnel et procédural. C'est-à-dire que là, en gros, ce n'est pas du code, hein, mais c'est le type ne vous permettra pas, comme la QA, d'avancer s'il n'a pas regardé, validé ça. On a un excellent exemple en ce moment chez nos partenaires pour GLD, où l'architecte il valide tout avant qu'il nous communique les infos, donc ils ont 6 mois de retard, à peu près, parce que le mec est tout seul, forcément. Mais c'est bien fait quand c'est fait. Manque de bol. Hein. Donc voilà, le rôle de l'architecte en fait dans les microservices, et il doit apporter une vision, une cible, et il doit aider les autres. C'est comme dans Scrum, il est responsable des pratiques finalement, et il n'intervient pas directement. Et parce que en fait, s'il intervient dans le process, il est tout seul, ou son équipe, entre guillemets, voilà. L'équipe globale qui doit superviser le reste. Donc c'est un facilitateur, et il doit juste aider les autres avec des réponses à leurs questions, et aider les autres à ne pas avoir besoin de lui. Le but de l'architecte, c'est d'être inutile. Le rôle dans ma vie, c'est un truc vraiment important. Mais voilà dans l'idée l'intérêt derrière, donc porter une vision et aider et outiller pour derrière créer de la collaboration entre les gens pour que derrière, en fait, l'architecture microservice, elle émerge d'elle-même par l'autonomie de chacun. Et donc, ils font leurs propres choix, les propres langages, les propres technos, s'ils veulent utiliser du NoSQL ici et tout. Après, derrière, c'est eux qui assument. En fait, le but est d'autonomiser un maximum. Et forcément, en fait, on se heurte à la pyramide décisionnelle et organisationnelle. À un moment donné, il dit, mais là, vous êtes en train de faire n'importe quoi, vous êtes en train de ralentir tout le monde et tout. Si tout le monde est autonome, en fait, ça va émerger naturellement vers Netflix. C'est un peu l'idée. Est-ce que vous avez des questions? J'ai oublié d'enlever mon slide. Mais on n'est pas très loin de la fin. Ça coûte 60 balles. Effectivement, il y a un méga deal, mais je refuse le Black Friday. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à tout ça? Ce n'était pas forcément technique, mais c'est rarement le problème des microservices. Bon. Ouais. Il y a beaucoup de code partagé. Et tu veux faire une modif, tu te tapes le copier-coller. Exactement. Et en fait, est-ce qu'il y a du code partagé? En fait, quand je vais avoir besoin, genre, je rajoute un champ dans un objet, parce qu'il y a A qui a besoin de ce champ chez B. Est-ce que j'ai besoin de changer cet objet-là chez C qu'on n'a pas besoin? Et en fait, il n'y a que dans ma tête où... Alors après, quand il y a des traitements en commun, pourquoi pas? Mais en fait, au final, on va commencer avec les mêmes objets. Et en fait, les objets, ils vont légèrement se différencier de pas de grand-chose. Mais au final, je veux pouvoir garder cette différence. Et en fait, ça, finalement, le problème derrière du Commons, c'est juste que le type qui décide, il a un toc en mode « je veux que tout soit pareil ». Ah non, là, je ne peux pas supporter, il y a un champ en trop ici, là, qui n'est pas là-bas. Et ça me rend fou, là, arrêtez. Là. Et donc, le type est juste comme ça. Quoi. Et finalement, c'est ça le souci. A, il a sauvegardé le champ 8, B ne l'a pas, ou C ne l'a pas, par exemple. Et du coup, quand ils vont communiquer dans l'autre sens, quand C va envoyer le truc, il ne va pas avoir cette donnée 8. Et si A le sauvegarde, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son ancienne valeur. Là-dessus, il y a... En fait, s'il en a besoin, il doit avoir le champ, quoi. Mais après, derrière, si ce champ est pas... Enfin, on peut... En fait, on fait de l'architecture, donc sur papier, tu peux me dire... bah ouais, mais là, tu vois, ça marche pas. Et je tire un trait et je fais, bah si, ça marche. Et puis voilà. Quoi. Mais en fait, le cas, les cas vraiment vont pas forcément se présenter en vrai. Et si c'est un besoin, bah, je fais évoluer le modèle de données. Et effectivement, le modèle de données, à un moment donné, oui, il faut quand même le rationaliser à un moment dans l'idée. Donc, grosso modo. Et s'assurer que les choses fonctionnent ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'un microservice en a besoin que tout le reste va en avoir besoin et donc que je vais évoluer partout. Et donc oui, c'est hyper pénible, ça peut être hyper compliqué,
mais j'ai plus intérêt à dupliquer toutes mes informations et que chacun soit autonome. Et si j'ai besoin de l'information, en fait, l'information, elle va mécaniquement fuiter et mécaniquement se répercuter là où on en a besoin. Et oui, ça sous-entend derrière qu'il n'y a pas un mec tout en haut qui vérifie tout. Et donc, si tu veux rajouter un champ dans tes données, tu rajoutes un champ dans tes données parce que l'autre en a besoin. C'est toi qui vas devoir le gérer. Par contre, si tu te retrouves à rajouter un champ parce que l'autre en a besoin derrière et donc il faut le transporter, bah, c'est peut-être pas la bonne solution en fait, tu vois. Bah, fais que l'autre s'appelle ou crée un autre service qui appelle. Enfin, il y a plein de solutions en fait, mais l'idée est limiter les couplages, limiter les évolutions. Pourquoi pas? Mais, si l'objet, si le service un peu plus bas, il n'a pas la clé. la dénormalisation, ça peut être la solution à tout. Après, en fait, là, ça t'arrive avec d'autres problèmes, encore une fois, quoi. Parce que derrière, tu n'as plus du tout la maîtrise, parce que envoie-moi ce que tu veux, je gère. Et tu te retrouves avec n'importe quoi. Voilà. Donc, non, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus, et il faut essayer. Et le problème de ça, c'est qu'il faut survivre au passage à l'échelle, en fait. Parce que derrière, au début, vous allez essayer, puis finalement, est-ce que vous avez mis assez d'automatisation pour derrière envoyer votre code? Est-ce que vous avez assez de monitoring? Encore une fois, ça, c'est jamais vu. Hein. J'ai envoyé 50 services en prod, et puis en fait, ça ne marche pas. Ah, zut, je ne sais pas ce qui se passe. Et il y a un type qui va se faire un Docker log sur l'ensemble des machines en même temps. Enfin, bon, bref, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et donc, les commons, aujourd'hui, oui, je duplique tous les modèles de données. Et en fait, je vais rajouter ce qu'on a fait, des librairies, alors certains modèles de données, mais en fait, je produis des clients. Si tu regardes ce qu'on fait sur GLD, je produis un client en fait, qui permet de s'interfacer avec un système. Et lui, en fait, il est unique et tous les autres vont l'appeler, mais il est techniquement produit par le système qui a besoin d'être appelé. Donc, c'est à peu près l'idée. Et lui, en fait, ça peut être une librairie, en fait. Mais la librairie commune qui permet d'appeler tout le monde, c'est une très, très mauvaise idée. Mais chaque microservice peut produire sa propre librairie, qui est liée à son contrat. Génial. La solution, ce n'est pas une librairie commune, c'est 150 commons. Mais c'est beaucoup mieux. D'autres questions? Sinon, je ne vous embête pas plus longtemps, parce j'ai déjà trop duré. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi.